Début du fichier collé le 27 avril 2026, 21h11. Je m'appelle Emily Carter, et j'avais 25 ans quand j'ai appris que quelqu'un pouvait voler toute votre vie, sans même toucher à votre corps. Je venais tout juste de sortir de l'hôpital, après une opération en urgence. J'étais encore si faible, que marcher de la voiture jusqu'à la porte de mon appartement, me donnait l'impression de traverser un terrain de football. Je me souviens de m'être tenu au mur d'une main, mes papiers de sortie dans l'autre, en pensant que tout ce que je voulais, c'était mon propre lit, ma propre couverture, et le calme du tout premier appartement que j'avais payé par moi-même. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait presque plus rien du tout. Mon salon ressemblait à un appartement témoin, juste après qu'on en ait retiré les meubles. Mon bureau sur mesure avait disparu. Mon ordinateur avait disparu. La tablette que j'utilisais pour les croquis de mes clients avait disparu. Le canapé pour lequel j'avais économisé 6 mois avait disparu. Mon placard était vide. Même les assiettes bon marché de la cuisine, achetées en liquidation, manquaient à l'appel. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si je m'étais trompé de porte, car mon cerveau refusait d'accepter que cet espace creux, complètement dépouillé, était le mien. Puis, j'ai vu le rectangle pâle sur le mur, là où le cadre de mes photos d'enfance était accroché, et mon estomac s'est noué, encore plus violemment qu'à l'hôpital. Le petit médaillon en argent que ma grand-mère m'avait laissé. Les lettres des années 1950 qu'elle avait conservées, les vieilles photos de famille que j'avais protégées à chaque déménagement. Tout avait disparu. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Elle a répondu, comme si elle n'attendait que ça. Quand je lui ai demandé ce qui était arrivé à mon appartement, elle a ri et a dit, « Emily, tu jouais à l'indépendante. » J'ai juste nettoyé ce fantasme. Ensuite, elle m'a dit qu'ils avaient déjà vendu la plus grande partie de mes affaires. Mon ordinateur portable, mes meubles, mes vêtements, et même la boîte contenant mes photos d'enfance. Quand j'ai exigé de savoir comment ils avaient pu s'en tirer de la sorte, elle a répondu qu'il avait dit à mon propriétaire que j'étais morte de complications chirurgicales. Au moment où j'ai essayé de la rappeler, j'étais bloqué de partout. 3 ans plus tard, mon téléphone a sonné à 5 heures du matin, et mon frère pleurait si fort, que je le comprenais à peine. Il ne cessait de répéter. Maman est à l'hôpital. Papa s'effondre. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. S'il te plaît, Emily, fais que ça s'arrête. Avant de vous dire pourquoi ces avocats appelaient, et pourquoi je n'ai absolument rien arrêté, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes, en ce moment même? Et d'où me regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage, car ce qui s'est passé après cet appel téléphonique a prouvé une chose que je n'oublierai jamais. Certaines personnes n'utilisent le mot famille que lorsqu'elles ont besoin que vous pardonniez ce qu'elles ont sciemment choisi de détruire. La première nuit où j'ai dormi sur le canapé de Nora Bennett, je n'arrêtais pas de me réveiller, car je croyais entendre la porte de mon appartement s'ouvrir. Mon corps luttait encore contre l'infection, mes points de suture tiraient chaque fois que je m'asseyais trop vite. Et je n'avais qu'un seul sac en plastique de l'hôpital, contenant mes papiers de sortie, mon chargeur de téléphone, et les vêtements que je portais lorsque je m'étais effondré. C'était tout ce que je possédais, cette nuit-là. Tout le reste avait été soit vendu, soit jeté, soit emporté hors de mon appartement, par les 2 personnes qui me disaient autrefois qu'elles ne voulaient que mon bien. Nora n'arrêtait pas de dire que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire, mais je voyais l'inquiétude sur son visage, quand j'ai essayé de me connecter au compte de mes clients depuis mon téléphone, et que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. J'étais illustratrice indépendante en architecture. Mon travail dépendait de logiciels puissants, de dossiers clients
De fichiers de projet, de factures, de contrats, d'ébauches de conception, et de sauvegarde. Mon ordinateur n'était pas juste un ordinateur. C'était mon gagne-pain. C'était ma réputation. C'était des mois de délai à respecter, de nuits blanches, et de confiance bâtie avec des clients, qui ne s'étaient jamais souciés de mes drames familiaux, jusqu'à ce que, soudainement, leur projet disparaisse avec mes disques durs volés. La première semaine après mon retour de l'hôpital, j'ai perdu 3 clients. L'un d'eux a été gentil, et m'a dit de me concentrer sur ma santé. Un autre a dit qu'il comprenait, mais qu'il avait besoin de quelqu'un de fiable. Le troisième n'a jamais répondu, après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et je ne pouvais même pas lui en vouloir. De l'extérieur, cela paraissait complètement fou. Ma mère s'était introduite dans mon appartement. Pendant que j'étais à l'hôpital, avait vendu mes affaires, et avait dit à mon propriétaire que j'étais morte. Qui raconte une chose pareille, et s'attend à être cru? Puis, les messages ont commencé à affluer, de la part de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Une cousine m'a envoyé un texto qui disait « Émilie, c'est vraiment toi ». Je l'ai fixé pendant presque une minute entière. Avant de répondre. Elle m'a appelé immédiatement, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer, et m'a demandé pourquoi ma mère avait publié que j'étais décédé. C'est ainsi que j'ai découvert que le mensonge était bien plus grand que mon appartement. Mes parents avaient dit aux proches, à la famille éloignée, aux amis, et à la moitié de leur quartier, que j'étais morte de complications chirurgicales soudaines. Ils ont dit qu'ils étaient dévastés. Ils ont dit que ma mort avait été inattendue. Ils ont dit qu'ils essayaient de rester forts, tout en surmontant une perte insupportable. La même mère qui s'était moquée de moi au téléphone, avait publié une vieille photo de moi au lycée, avec une légende expliquant qu'aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Le même père qui avait aidé à vendre mon matériel de travail, acceptait les cartes de condoléances des voisins, qui le croyaient en deuil. Le groupe de leur quartier UP leur a envoyé des repas. Une femme de leur cercle de charité a organisé une petite collecte commémorative pour aider avec les frais. Les gens leur ont donné de l'argent, parce qu'ils croyaient que j'étais morte. Je me souviens être assise sur le canapé de Nora, portant encore le pantalon de jogging qu'elle m'avait prêté, faisant défiler les captures d'écran que ma cousine m'avait envoyées, et sentant quelque chose au fond de moi, devenir complètement immobile. Il y avait des commentaires de personnes, disant qu'elle priait pour mes parents. Il y avait des petits émojis en forme de cœur. Il y avait des gens qui me qualifiaient de belle âme. Il y avait des gens qui disaient que mes parents étaient tellement courageux. J'étais en vie. Fauché, affaibli, et je dormais sous une couverture empruntée, pendant qu'ils étaient nourris et réconfortés, pour un décès qu'ils avaient purement et simplement inventé. Quand j'ai essayé de contacter mes proches directement, certains m'ont cru immédiatement. D'autres ont paniqué. Certains m'ont accusé d'être cruel, de prétendre être Émilie, si Émilie était vraiment partie. Puis, l'histoire a changé. Une fois que les gens ont commencé à poser des questions, mes parents leur ont dit que j'étais en vie, mais instable. Ils ont dit que le chagrin les avait rendus confus. Ils ont dit que j'avais toujours été difficile et dramatique. Ils ont dit que j'avais abandonné la famille, et que je les harcelais. Maintenant, parce que je voulais attirer l'attention. En une semaine, je suis passé de morte à instable, puis à cupide, selon la version qui les arrangeait le plus. Nora m'a regardé imprimer des captures d'écran à la bibliothèque, parce que je n'avais plus d'ordinateur. Elle m'a raccompagné à mon appartement, pour que je puisse prendre des photos des pièces vides. Le propriétaire avait l'air de vouloir que la terre s'ouvre sous ses pieds, quand je me suis présenté en vie. Il a admis que mes parents lui avaient dit que j'étais morte. Ils avaient mon double de clé. Ils avaient des copies des papiers de l'hôpital, car il était
inscrit comme contact d'urgence depuis des années. Ils lui ont dit qu'il devait vider l'appartement rapidement, car regarder mes affaires était beaucoup trop douloureux. Il les a crus, parce que les gens normaux ne mentent pas sur la mort de leur fille, juste pour voler un canapé et un ordinateur portable. J'ai posé la question pour ma caution. Il a répondu que la situation du bail était désormais compliquée. Je suis sorti, avant de dire quelque chose que je n'aurais pas pu retirer. Pendant 3 mois, j'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Nora m'a donné la moitié de sa garde-robe. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion, qui pouvait à peine faire tourner mes logiciels de conception. J'ai pris de petits boulots bien en dessous de mes compétences, parce que j'avais besoin d'argent liquide. J'ai mangé au rabais, et j'ai fait une liste de tout ce qu'il m'avait pris. La perte des objets coûteux faisait mal. L'ordinateur, la tablette, les meubles, les vêtements. Mais les choses sur lesquelles je revenais sans cesse, c'étaient celles que l'argent ne pourrait jamais remplacer. Le médaillon en argent de ma grand-mère, ses lettres manuscrites, les vieilles photos de moi bébé, celles que j'avais sauvées après chaque déménagement, car elles étaient la preuve que j'avais existé, bien avant que mes parents ne fassent de moi une simple histoire qu'ils pouvaient vendre. C'est à ce moment-là que ma colère a changé. Elle a cessé d'être brûlante. Elle a cessé de me faire trembler. Elle est devenue froide, concentrée, et permanente. J'ai arrêté de me demander pourquoi il l'avait fait. J'ai commencé à me demander comment le prouver. Le dépôt de plainte à la police ne s'est pas passé comme on l'imagine dans ce genre d'histoire. Je suis entré dans le commissariat avec des dossiers médicaux, des photos de mon appartement vide, des captures d'écran des publications de ma mère, et une liste de biens volés si longue, qu'elle ressemblait à la feuille d'inventaire d'une entreprise de déménagement. Je pensais qu'une fois que j'aurais expliqué, que je me remettais d'une opération chirurgicale d'urgence, pendant que mes parents vidaient mon appartement et vendaient tout ce que je possédais, quelqu'un dirait, oui, c'est un vol. Au lieu de cela, l'officier a écouté, a pris des notes, et n'a cessé de poser le même genre de questions. Vos parents avaient-ils une clé? Les aviez-vous déjà autorisés à entrer auparavant? Certains des objets étaient-ils des cadeaux de leur part? Pourrait-il y avoir eu un malentendu? J'ai continué à répondre là. Même chose. Un malentendu n'explique pas le fait de dire à mon propriétaire que je suis morte. Un malentendu n'explique pas la vente du médaillon de ma grand-mère. Un malentendu n'explique pas le fait d'être bloqué de partout, après avoir réclamé qu'on me rende mes affaires. Il n'a pas dit qu'il les croyait. Il n'a pas dit qu'il me croyait. Il a dit que c'était peut-être une affaire civile, parce qu'ils avaient accès à l'appartement, et parce que la propriété devrait être prouvée, article par article. Je suis reparti avec un numéro de dossier, et la sensation nauséeuse que mes parents avaient choisi le type de cruauté parfait. Pas le genre qui se règle rapidement, mais celui qui se retrouve enterré sous la paperasse, pendant que tout le monde vous dit de vous calmer. C'est Nora qui a trouvé l'avocat. Son nom n'avait pas d'importance pour moi, au début. Ce qui comptait, c'était qu'il a regardé mon dossier, qu'il a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, et qu'il a ensuite dit, il comptait sur le fait que vous seriez trop fatigué pour vous battre. C'était la première fois que j'avais l'impression que quelqu'un comprenait. Il a expliqué que le côté pénal pourrait être lent ou incertain, mais que le tribunal civil, c'était différent. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient pris des biens m'appartenant, qu'ils les avaient vendus sans autorisation, qu'ils avaient nui à mes revenus, et qu'ils avaient utilisé des mensonges pour obtenir un accès et récolter l'argent de la compassion, nous avions un dossier. Ça ne serait pas rapide. Ça ne serait pas propre, et ça coûterait de l'argent que je n'avais pas. Nora m'a prêté l'argent pour la provision. J'ai pleuré quand elle l'a fait.
Non. Pas parce que j'étais faible, mais parce qu'après des mois à être traité comme un problème, quelqu'un était enfin prêt à parier sur ma vérité. Le procès a duré près de 2 ans. 2 années, durant lesquelles mes parents ont essayé de transformer leur vol en une prétendue inquiétude. 2 années à dire qu'ils croyaient que je perdais pied et que j'avais besoin d'une intervention. 2 années à prétendre qu'ils n'avaient retiré mes affaires que parce qu'ils pensaient que je rentrerais à la maison, là où était ma place. Ma mère a dit que certains objets étaient des biens familiaux. Mon père a dit que j'avais été irresponsable avec l'argent et qu'ils essayaient de me protéger d'eux. Moi-même. Leur avocat a même essayé de suggérer que, parce que j'étais hospitalisé, ma mémoire concernant ce que je possédais pouvait ne pas être fiable. Je me souviens d'avoir lu cette ligne dans l'un des dossiers, et d'avoir ri si fort, que je ne ressentais plus rien. Ils ne faisaient pas que se défendre. Ils essayaient toujours de m'effacer. La seule différence, c'est que maintenant, ils le faisaient dans un jargon juridique. Mais j'avais des reçus. J'avais des relevés bancaires prouvant que j'avais acheté mon propre bureau, mon propre canapé, mes propres appareils électroniques, et mon propre équipement de conception. J'avais des photos de mon appartement, datant de la semaine précédant l'opération, parce que j'avais pris des photos de mon espace de travail, pour mon portfolio. J'avais des emails de clients, faisant référence à des fichiers stockés sur mes disques durs. J'avais la déclaration écrite du propriétaire, confirmant que mes parents lui avaient dit que j'étais morte de complications. J'avais des captures d'écran. Des annonces en ligne, où ma mère vendait mes meubles par lot. Un acheteur a même répondu à mon avocat, et a confirmé qu'il avait acheté une boîte de vieilles photos et de bijoux, dans le cadre de ce que ma mère avait appelé le vide-maison d'une succession. La succession. Cette expression est restée gravée en moi. J'avais 25 ans, j'étais en vie, et ma mère avait vendu mon enfance. Comme si j'étais une défunte dont on liquidait l'héritage. Nora a fait une déposition, expliquant qu'elle m'avait ramené de l'hôpital, et qu'elle m'avait regardé ouvrir la porte sur un appartement vide. Elle a décrit à quel point je suis devenu pâle, et comment je n'arrêtais pas de répéter. Mes photos ont disparu. Mes photos ont disparu. Comme si mon cerveau n'arrivait pas à dépasser ce seul fait. Mes parents l'ont détesté pour ça. Ma mère l'a qualifié d'influence extérieure. Mon père a dit qu'elle m'avait rempli la tête de colère. C'était leur ruse préférée. Quiconque me croyait devait forcément me manipuler. Quiconque les défiait devait forcément avoir de mauvaises intentions. Le tribunal ne s'est pas soucié de leur performance, autant qu'il l'espérait. Le juge, lui, s'est soucié des documents, des dates, des reçus, des contradictions. Pourquoi ont-ils dit au propriétaire que j'étais morte, s'il s'agissait d'une simple intervention familiale? Pourquoi ont-ils vendu mon matériel, s'ils cherchaient à préserver mon avenir? Pourquoi ont-ils accepté l'argent du mémorial, s'ils savaient que j'étais en vie? Pourquoi m'ont-ils bloqué, au lieu de me rendre quoi que ce soit? Ma mère a pleuré au tribunal. Mon père avait l'air offensé, que ses larmes ne soient pas suffisantes. Quand le jugement a été rendu, je l'ai lu 3 fois, avant de le comprendre pleinement. J'avais gagné 41 600 $. La valeur de mes biens, la perte de revenus, les dommages moraux, et une partie de mes frais d'avocat. Ce n'était pas suffisant pour remplacer le médaillon. Ce n'était pas suffisant pour ramener les photographies. Ce n'était pas suffisant pour me rendre les mois que j'avais passés à reconstruire ma vie depuis un canapé d'emprunt. Mais c'était officiel. C'était écrit noir sur blanc, par quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas charmer. Ils ont fait appel, bien sûr. Ils ont dit que le montant était injuste. Ils ont dit que le tribunal avait mal compris leurs intentions. Ils ont dit que je les punissais, au lieu de chercher une vraie résolution.
Mais ils ont perdu. Quand l'appel a échoué et que le jugement est devenu définitif, je n'ai pas fait la fête. Je me suis assise à mon minuscule bureau d'occasion, j'ai posé l'ordonnance du tribunal à côté de la seule photo numérisée de ma grand-mère qui avait survécu, et j'ai murmuré, maintenant, on encaisse. Ce que les gens ne comprennent pas à propos de la vengeance, c'est que le moment le plus bruyant est rarement le plus important. Mes parents s'attendaient à ce que je crie. Ils s'attendaient à ce que je profère des menaces, que je débarque chez eux, que je pleure devant la famille, et que je leur donne l'occasion de me dépeindre comme instable. Je ne leur ai pas accordé ce plaisir. Pendant 3 ans, je suis devenue silencieuse, d'une manière qui mettait les gens mal à l'aise. J'ai créé des dossiers. J'ai fait des chronologies. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque message, chaque publication où ils mettaient en scène leur deuil, pour une fille qu'ils savaient pourtant bien vivante. J'ai demandé des copies de mes dossiers médicaux. J'ai obtenu une déclaration complète de mon propriétaire. J'ai conservé les documents du tribunal, dans des enveloppes étiquetées. J'ai noté les noms des personnes qui avaient fait un don pour la collecte commémorative, et les noms de ceux à qui l'on avait raconté différentes versions de ma mort. Ensuite, j'ai commencé à réparer les dégâts, une personne à la fois. Je n'ai pas envoyé de longs discours émotionnels. J'ai envoyé des preuves à ma tante. J'ai envoyé les dates d'admission et de sortie de l'hôpital. À ma cousine, j'ai envoyé le jugement. À un vieil ami de la famille, j'ai envoyé la capture d'écran de la publication commémorative de ma mère, juste à côté de la data, laquelle elle avait mis mon bureau en vente sur Internet. Certaines personnes se sont excusées immédiatement. D'autres sont restées silencieuses, car le silence était plus facile que d'admettre qu'elles avaient aidé à propager un mensonge. D'autres encore ont dit qu'elles me croyaient, mais voulaient quand même que je passe à autre chose. Celles-là l'ont entendu d'une manière différente. Elles ne niaient pas ce qui s'était passé. Elles voulaient simplement que la vérité soit un peu moins dérangeante. Mes parents vivaient dans une grande maison à North Hills, le genre de maison avec un aménagement paysager parfait, des couronnes de saison, et un îlot de cuisine assez grand, pour accueillir le type de brunch que ma mère adorait. Publié en ligne. Cette maison comptait pour eux, plus que presque tout le reste. Ce n'était pas seulement l'endroit où ils vivaient. C'était leur costume. Elle disait au quartier qu'ils étaient prospères, stables, généreux, et respectés. Mon père travaillait dans les prêts hypothécaires, donc l'image faisait partie intégrante de son métier. Ma mère flottait entre les comités de charité, les événements de copropriété, et les séances de shopping en ligne, qu'elles prétendaient être des investissements de bon goût. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient déjà endettés, bien avant de me voler. Carte de crédit plafonnée, paiements hypothécaires en retard, une gêne privée, soigneusement cachée derrière des sourires publics. Mon appartement avait été une solution d'argent rapide, déguisée sous les traits d'une fausse tragédie. Une fois le jugement devenu définitif, mon avocat m'a demandé si je voulais discuter d'un accord à l'amiable. J'ai répondu non. Mes parents n'avaient pas payé un seul dollar. Ils avaient ignoré le jugement, de la même manière qu'ils avaient ignoré mes appels, depuis cet appartement vide. Alors, nous avons commencé l'exécution forcée. Une saisie a été placée sur leur maison. Le salaire de mon père a été saisi. Leurs comptes bancaires ont été frappés, par les voies légales. Soudain, les conséquences n'étaient plus émotionnelles. Elles étaient devenues financières, publiques, et impossibles à justifier. L'employeur de mon père l'a découvert. Le conseil syndical a entendu des rumeurs. Les voisins qui avaient contribué à la collecte commémorative, ont commencé à demander pourquoi la fille qu'il pleurait, recouvrait maintenant un jugement contre ses propres parents.
C'était bien là le problème avec les mensonges. Ils étaient faciles. Quand tout le monde était triste et que personne ne demandait de documents. Ils devenaient beaucoup plus difficiles à soutenir lorsque les ordonnances du tribunal arrivaient. Puis, un matin à 5 heures, mon téléphone a sonné depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser le répondeur prendre l'appel. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Au début, tout ce que j'ai entendu, c'était une respiration et des pleurs. Puis, mon frère a prononcé mon nom. Ethan. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. Pas une seule fois après l'hôpital. Pas une seule fois après l'appartement vide. Pas une seule fois. Après avoir regardé nos parents faire de moi un fantôme. Il sanglotait. Tellement, que ses mots sortaient hachés. Maman est à l'hôpital. Papa perd la tête. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. La banque a encore appelé. Les gens du quartier veulent récupérer leur argent. Émilie, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. Je me suis assise dans mon lit, maintenant complètement réveillée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que j'arrête. Il a répondu la saisie, la retenue sur salaire, les appels, les questions, l'humiliation. Il a dit que ma mère avait eu une crise de panique si forte, que mon père avait appelé une ambulance. Il a dit que mon père ne dormait plus. Il a dit que la maison était en danger. Il a dit que tout le monde les tenait pour responsables. Puis, sa voix a changé. Il a dit « Tu es en train de nous détruire ». Pendant une seconde, j'ai revu mon ancien appartement. J'ai revu les carrés propres sur la moquette, là où se trouvaient autrefois mes meubles. J'ai revu la place vide sur ma commode, là où reposait le médaillon de ma grand-mère. J'ai entendu ma mère rire, et me dire que je jouais à l'indépendante. Ethan continuait de pleurer au téléphone, attendant que je le réconforte. Au lieu de cela, je lui ai posé une seule question. Les as-tu aidés à sortir mes affaires? La ligne est devenue silencieuse. Ce silence m'en a dit bien plus que n'importe quelle réponse. Il a murmuré qu'il ne savait pas ce qui se passait, à l'époque. Il a dit qu'il était confus. Il a dit qu'il pensait que nos parents géraient la situation. Je lui ai dit que je le rappellerais, et j'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. Ni ce matin-là. Ni après 6 autres appels manqués. Ni après les messages vocaux. Ils avaient passé 3 ans à dire aux gens que j'étais morte. Maintenant, ils apprenaient à quel point les morts peuvent être patients, lorsqu'ils reviennent avec de la paperasse. J'ai attendu 4 jours, avant d'accepter d'aller chez mes parents. Non pas parce que j'avais peur. Non pas parce que j'avais besoin de temps pour me calmer. J'ai attendu, parce qu'ils m'avaient fait attendre 3 ans pour obtenir des comptes. Et je voulais qu'ils comprennent que cette conversation se déroulait selon mon emploi du temps, et non le leur. Quand je me suis garé dans l'allée ce samedi après-midi, la maison ressemblait exactement à mes souvenirs. Et en rien à la vérité. La pelouse était tondue. Le porche avait des jardinières assorties. Il y avait une couronne de bon goût sur la porte, le genre que ma mère aurait décrit, comme discrète mais coûteuse. De l'extérieur, cela ressemblait toujours à la maison de gens qui avaient tout sous contrôle. Ethan a ouvert la porte, avant même que je ne frappe. Il avait l'air plus mince. Épuisé, et en colère, de cette façon qu'ont les gens quand ils veulent de la compassion. Mais non, il ne l'avait pas mérité. Il a commencé à parler. Immédiatement. Maman est à la maison maintenant. Papa fonctionne à peine. Tu dois les écouter. Ce ne sont pas des monstres. Je l'ai ignoré, et je suis passé dans le salon. Mes parents étaient assis sur le canapé, mais ils n'étaient pas seuls. 2 personnes du cercle de leur quartier étaient présentes.
Une femme avec qui ma mère organisait autrefois des déjeuners de charité, et un homme qui avait siégé avec mon père au comité des finances du syndicat. J'ai presque ri. Ils n'avaient pas invité de témoins pour la vérité. Ils avaient invité un public pour assister à leur performance. Mon père s'est levé le premier et a dit qu'il pensait qu'il serait utile d'avoir des personnes neutres présentes, afin que tout le monde puisse avancer vers la guérison. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de neutre chez des gens qui avaient fait un don à un fonds commémoratif pour une femme qui se tenait bien vivante devant eux. La femme a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. C'est là que j'ai su qu'il n'avait pas tout dit à ces personnes. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Il a déclaré que cette famille avait assez souffert, et que bien que des erreurs aient été commises, traîner les choses devant les avocats ne ferait que créer davantage de douleur. Je lui ai demandé de quelle erreur il parlait. Était-ce d'avoir ouvert mon appartement, pendant que je me remettais d'une opération? Était-ce d'avoir vendu mon matériel de travail? Était-ce d'avoir dit au propriétaire que j'étais morte? Était-ce d'avoir accepté l'argent de voisins, qui pensaient aider à couvrir les frais liés au deuil? La pièce est devenue très silencieuse. L'homme du conseil syndical s'est agité sur sa chaise. Ma mère s'est finalement mise à pleurer. Elle a dit que je ne comprendrais jamais la pression qu'elle avait subie. Elle a dit que les factures s'accumulaient. Les commissions de mon père avaient ralenti, et elle avait fait tellement d'efforts pour empêcher l'image de la famille de s'effondrer. Elle a dit que les achats en ligne étaient devenus incontrôlables, parce que chaque événement, chaque dîner, chaque rassemblement de quartier s'accompagnait d'attentes. Elle a affirmé avoir pris une seule décision terrible, pendant une période terrifiante. Je lui ai répondu qu'une décision terrible, c'est d'acheter quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Ce qu'elle avait fait, avait demandé de la planification. Il a fallu une clé. Il a fallu un camion. Il a fallu des annonces en ligne. Il a fallu un mensonge sur ma mort. Il a fallu bloquer mon numéro, après que je l'ai supplié de me rendre mes affaires. Elle a tressailli quand j'ai dit le supplier. Et j'en étais bien heureuse. Mon père a dit qu'ils étaient prêts à arranger les choses, d'une manière réaliste. Il a dit que le jugement était impossible à payer. Il a dit que si je continuais à l'appliquer, il pourrait perdre la maison. Il a dit que nous pourrions peut-être convenir de réduire le montant, de suspendre la saisie, et de trouver un arrangement familial privé. Je lui ai demandé s'il faisait référence au genre d'arrangement familial privé, où ils prennent tout, et où je reste silencieuse, pour qu'ils puissent garder leur maison. Il a dit que je déformais ses propos. J'ai répondu que non. Je les répétais, enfin, de manière claire. Ensuite, je me suis tourné vers Ethan. Je lui ai redemandé ce que je lui avais demandé au téléphone. Les as-tu aidés à sortir mes affaires? Il a commencé à pleurer, avant même de répondre. Il a avoué avoir aidé à décharger les cartons dans le garage. Il a dit qu'il avait vu mon bureau, ma chaise, mes vêtements et des sacs poubelles, mon matériel, et la petite boîte en bois de ma commode. Il a raconté avoir demandé s'il devait la garder, car elle avait l'air personnel. Ma mère lui avait répondu que non. Que tout devait disparaître. Il a dit qu'il avait 23 ans, et qu'il avait peur de les affronter. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Je lui ai dit qu'il était assez vieux pour connaître la différence entre aider et dissimuler. Il a dit qu'il pensait que c'était peut-être une sorte d'intervention. J'ai demandé quel genre d'intervention vend un médaillon en argent, avec les lettres d'une femme décédée à l'intérieur. Personne n'a répondu. C'était le schéma de toute la conversation. Ils avaient des explications, jusqu'à ce que je demande des détails. Ils avaient des larmes,
jusqu'à ce que je nomme leurs actions. Ils avaient des valeurs familiales, jusqu'à ce qu'il soit question d'argent. Ma mère a dit, je suis toujours ta mère. J'ai répondu. Tu es devenue une étrangère, quand tu as dit aux gens que j'étais morte. La femme du quartier a finalement pris la parole. Sa voix était calme. Elle a demandé à ma mère si la collecte commémorative avait été basée sur un mensonge. Ma mère a répondu que c'était compliqué. Ce seul mot a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire. Compliqué voulait dire oui. Compliqué signifiait que les repas de compassion, les cartes, l'argent, le deuil public. Tout cela avait été bâti sur une fraude. Mon père m'a dit que je les humiliais. Je lui ai répondu que je ne les humiliais pas. Je refusais simplement de les aider à se cacher. Quand je suis sorti, Ethan m'a suivi dans l'allée. Il a dit qu'il s'effondrait. Il a dit que maman était malade. Il a dit que papa risquait de perdre son poste. Il a dit que les gens se retournaient contre eux. Je lui ai demandé où était son inquiétude, quand je dormais sur le canapé de Nora, avec un seul pull emprunté, et aucun moyen de travailler. Il s'est essuyé le visage, et s'est excusé. Je lui ai dit que désolé, c'est ce que disent les gens, quand la vérité commence à leur coûter quelque chose. Assumer ses responsabilités, c'est ce qu'ils font avant cela. Ensuite, je suis monté dans ma voiture, et je les ai laissés planter dans l'allée de cette maison, qu'ils avaient choisie à ma place. Après cette réunion, la machine familiale s'est mise en marche. Pas la partie 2. La famille qui avait pris de mes nouvelles après mon opération. Pas la partie qui m'avait offert un endroit où loger quand je n'avais plus rien. L'autre partie. Celle qui ne se réveille que lorsque les conséquences atteignent les personnes qui, d'habitude, contrôlent toujours le récit. Ma tante Valérie a appelé en premier. Elle a dit qu'elle m'aimait, et qu'elle croyait que ce qui s'était passé était terrible, mais que je devais penser à la situation dans son ensemble. Je lui ai demandé quelle situation d'ensemble incluait la vente de mes photos d'enfance. Elle a soupiré comme si j'étais compliqué, et a dit que personne ne défendait ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste une solution qui ne détruise pas toute la famille. Puis, mon oncle Marc a appelé, pour me dire que les tribunaux n'étaient pas l'endroit idéal pour régler les blessures familiales. Je lui ai répondu que les maisons familiales n'étaient pas non plus l'endroit pour receler des biens volés. Mais que nous en étions là. Ma cousine Paige a envoyé un long message, me demandant si j'avais réellement besoin de la totalité du montant, ou si j'essayais simplement de les punir. J'ai tapé 3 réponses différentes, et je les ai toutes effacées. Finalement, je lui ai envoyé le jugement, et la photo de mon appartement vide. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, tout ce qu'elle a dit, c'est « Je ne savais pas que c'était aussi grave ». C'est devenu le thème récurrent. Tout le monde en savait juste assez pour avoir une opinion, et pas assez pour ressentir de la honte. Mes parents avaient commencé à admettre une version bien plus douce de la vérité. Ils disaient avoir commis des erreurs. Ils disaient avoir mal géré mon appartement. Ils disaient que le chagrin, la peur et les problèmes d'argent avaient assombri leur jugement. Ils disaient que j'avais gagné au tribunal, et que maintenant, je refusais de laisser la famille guérir. C'était brillant, de la manière la plus ignoble qui soit. Ils ne niaient plus tout en bloc. Ils en admettaient juste assez pour paraître humble, tout en me faisant passer pour cruel, parce que je continuais à faire appliquer le jugement. C'est à Thanksgiving que tout a explosé. Valérie avait invité tout le monde, et m'avait dit qu'il serait bon pour moi d'être à nouveau en famille. Elle ne m'avait pas dit que mes parents seraient là. Quand je suis entré dans sa salle à manger, et que je les ai vus assis sur le canapé, j'ai failli faire demi-tour. Immédiatement.
Ethan était à côté d'eux, pâle et tendu. Mon père avait l'air plus vieux, mais pas désolé. Ma mère avait l'air fragile, d'une manière que je savais soigneusement étudier. Pull doux, pas de maquillage, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. La pièce est devenue silencieuse quand je suis entré, ce qui m'a indiqué que tout le monde attendait que le spectacle commence. Le dîner n'avait même pas commencé, que Marc a suggéré que nous nous asseyions tous, pour parler à cœur ouvert. J'ai répondu que je n'avais aucun intérêt, pour une séance de thérapie familiale surprise. Mon père s'est levé quand même. Il a dit qu'il voulait s'excuser publiquement. Il a déclaré que lui et ma mère avaient été soumis à une pression financière extrême, et qu'ils avaient pris des décisions qu'ils regrettaient profondément. Il a affirmé qu'il n'avait jamais voulu me blesser, de la façon dont il l'avait fait. Je lui ai demandé quelle décision. Il a cligné des yeux. J'ai dit, dites-les. Il a répondu, nous avons pris certaines de tes affaires. J'ai rétorqué, vous avez vidé mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital. Il a dit, oui. J'ai demandé s'il était désolé d'avoir dit à mon propriétaire que j'étais morte. Il a répondu, c'était un terrible malentendu. J'ai demandé qui avait mal compris. Mon pouls. Personne n'a ri. Ma mère s'est mise à pleurer, et a dit qu'elle ne pourrait pas survivre en étant attaquée de la sorte, pour toujours. Elle a dit qu'elle s'était excusée. J'ai souligné qu'elle s'était excusée d'avoir été sous pression, et non pour ce qu'elle avait fait. Elle a dit que je voulais la voir en paix. J'ai répondu que je voulais qu'elle dise la vérité, sans fioriture. Ensuite, j'ai posé des questions sur l'argent du mémorial, devant tout le monde. L'atmosphère de la pièce a changé. Certains proches n'étaient pas au courant de cette partie-là. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ma mère a affirmé que les gens avaient donné par pure bonté d'âme, et qu'ils ne l'avaient jamais demandé. J'ai rappelé qu'ils avaient accepté de l'argent pour une fille morte, qui était pourtant bien vivante, et qui les suppliait de lui rendre ses affaires. Ethan a frappé du poing sur la table, et a dit que j'étais impossible. Il a dit que chaque personne dans cette pièce essayait d'aller de l'avant, et que moi, je voulais du sang. Je l'ai regardé, et j'ai dit, non, je voulais 41 600 $, qui était le chiffre que le tribunal avait attribué à ce qu'il m'avait volé. Valérie a essayé de suggérer un plan de paiement, peut-être un petit montant mensuel pour montrer leur bonne foi. Je lui ai demandé de calculer combien de temps cela prendrait à raison de 50 $ par mois. Elle a baissé les yeux. Marc a déclaré que la famille comptait plus que l'argent. Je lui ai répondu que c'était étrange, parce que lorsque mes parents avaient eu besoin d'argent, la famille avait été la toute première chose qu'ils avaient vendue. Cela a mis fin au dîner, avant même qu'il ne commence. Ma mère a sangloté. Mon père m'a dit que j'étais devenue vindicative. Ethan m'a traité d'égoïste. Je suis parti avant le dessert, et au moment où je suis rentré chez moi, mon téléphone était saturé de messages. Certains disaient que j'avais gâché Thanksgiving. Certains disaient qu'ils comprenaient enfin. Certains disaient qu'ils ne savaient plus qui croire. Mais en dehors de la famille, les dégâts se propageaient beaucoup plus vite. Le quartier a découvert l'existence du fonds commémoratif. Les gens qui avaient livré des repas ont commencé à poser des questions. Quelqu'un a publié un message, dans le groupe privé de la copropriété, au sujet du jugement du tribunal. Le comité de charité a discrètement évincé ma mère. On a demandé à mon père de démissionner du conseil, après que des gens se soient demandé comment un homme faisant l'objet d'une saisie sur salaire et d'un scandale de fraude pouvait superviser les finances de la communauté. Ses clients ont commencé à entendre des rumeurs, eux aussi. Dans le domaine des prêts hypothécaires, la
Confiance est une monnaie d'échange, et la sienne disparaissait à une vitesse folle. Leur paiement pour la maison était déjà en retard. La saisie immobilière a rendu tout refinancement presque impossible. La saisie sur salaire a rendu le rattrapage encore plus difficile. Les frais de justice ont drainé le peu qu'il leur restait. Ethan a encore appelé pour dire qu'ils allaient tout perdre. Il a dit que si j'avais une seule once de compassion, j'arrêterais. Je lui ai répondu que la compassion sans la prise de responsabilité, ce n'est rien d'autre qu'une permission. Il a dit que je déchirais la famille. J'ai répondu que non. Je refusais simplement de maintenir en un seul morceau un mensonge qui m'avait entaillé pendant 3 ans. Tout le monde n'arrêtait pas de me demander de sauver la famille, mais personne n'était capable de m'expliquer pourquoi sauver la famille signifiait protéger les personnes même qu'il avait détruites. La saisie de la maison est devenue définitive au début du printemps. Ethan m'a envoyé un long message la veille de leur expulsion, me disant que c'était ma dernière chance de faire ce qui était juste. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il a dit que maman dormait à peine. Il a dit que papa ressemblait à un homme brisé. Il a dit, si je les laisse perdre la maison, je devrais vivre avec ça pour toujours. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre table, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à North Hills, et je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à cette maison que mes parents traitaient autrefois, comme la preuve qu'ils étaient bien meilleurs que tout le monde. Il y avait un camion de location dans l'allée. Pas de déménageur professionnel. Juste un camion bon marché, et une pile de cartons affaissés près du garage. Mon père portait des lampes. Ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés sur la poitrine, fixant le jardin comme si elle attendait qu'il lui présente ses excuses. Ethan m'a vu le premier. Il a posé le carton qu'il tenait, et a marché vers ma voiture. Son visage était déjà déformé par la colère. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit la vérité. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Il m'a accusé d'être venu pour jubiler. Peut-être qu'une partie de moi le faisait. Je ne vais pas prétendre être plus noble que je ne l'étais. 3 ans plus tôt, je m'étais tenu au milieu d'un appartement vide, avec le ruban adhésif de l'hôpital encore collé sur mon bras. Et personne dans ma famille n'était venu voir ce qu'il m'avait fait. Alors oui, je voulais voir la maison vide. Je voulais voir la vie qu'ils avaient protégée avec mes biens volés, s'effondrer sous son propre poids. Mon père a descendu l'allée lentement. Il paraissait plus vieux, plus petit, et furieux. Mais avoir l'air vaincu ne le rendait pas innocent pour autant. Il a demandé, « Es-tu satisfaite, maintenant ?» J'ai répondu, « Pas avec l'argent ?» Non. Il a dit, « Il n'y a pas d'argent. La faillite gérera ce qu'elle pourra gérer, et le reste a disparu. Ils ont perdu la maison. Ils ont perdu leur ami. Ils ont perdu leur statut. Il a demandé ce que je voulais de plus. Je lui ai répondu que je voulais qu'il arrête d'agir comme si la saisie de la maison était une chose que je lui avais infligée, au lieu de quelque chose qu'il avait lui-même construit, un mensonge après l'autre. Ma mère a descendu les marches à son tour. Sa voix était calme, au début. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Elle a dit que la fille qu'elle avait élevée ne prendrait jamais plaisir à regarder ses parents souffrir. J'ai répondu que la fille qu'elle avait élevée était rentrée chez elle après une grave opération, pour découvrir que sa mère avait vendu sa vie en pièces détachées. Elle a dit que j'étais cruel. J'ai répondu, tu as dit aux gens que j'étais morte. Elle a détourné le regard. C'est ce qui s'est le plus rapproché d'un quelconque sentiment de honte, de sa part. Ethan a commencé à crier que j'avais détruit tout le monde.
Il a dit qu'il avait perdu des amis. Il a dit que la famille se parlait à peine. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je le punisse pour une chose que nos parents avaient faite. Je lui ai rappelé qu'il avait aidé à décharger mes affaires dans leur garage. Je lui ai rappelé qu'il avait vu la boîte de ma grand-mère, et qu'il n'avait rien dit. Je lui ai rappelé qu'il était resté silencieux pendant 3 ans, et qu'il ne m'avait appelé que lorsque les conséquences avaient fini par atteindre sa propre chambre. Il a répondu que je ne comprenais pas ce que c'était de vivre sous leur pression. J'ai rétorqué qu'il ne comprenait pas ce que c'était d'être effacé par les personnes mêmes qui étaient censées vous protéger. Mon père m'a ordonné de partir. Avant de le faire, j'ai regardé la maison une toute dernière fois. Le porche parfait, les fenêtres vides, les voisins qui faisaient semblant de ne pas observer la scène. Pendant des années, cette maison avait été leur scène de théâtre. Chaque fête, chaque réunion de charité, chaque photo soigneusement retouchée, chaque mensonge souriant, y avait été joué. Maintenant, ce n'était plus qu'une propriété de plus, que la banque cherchait à récupérer. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 3 pièces, à 2 villes de là. Ma mère a trouvé un emploi à temps partiel, comme vendeuse dans un magasin de décoration d'intérieur, ce qui semblait presque poétique, si l'on considère le nombre de jolies choses qu'elle avait achetées, pour cacher une vie aussi laide. Mon père a pris un travail bien moins rémunéré, après que sa réputation dans le domaine des prêts se soit effondrée. Les gens du quartier ont cessé de les inviter où que ce soit. Certains voulaient toujours récupérer l'argent de leur mémorial. D'autres voulaient simplement prendre leur distance, face à une situation aussi embarrassante. Ethan a emménagé chez un ami pendant un moment. Et m'a bruyamment blâmé, auprès de quiconque voulait bien l'écouter. La famille s'est divisée d'une manière qui, probablement, ne guérira jamais complètement. Valérie et Marc pensent que je suis allé beaucoup trop loin. Paige s'est excusée des mois plus tard, et a admis qu'elle avait laissé son propre inconfort peser plus lourd que la vérité. Ma grand-mère Hélène m'appelle toutes les quelques semaines. Elle me dit qu'elle est fière de moi pour m'être défendue, même si elle a profondément honte de ce que son fils est devenu. Ces appels comptent pour moi, bien plus qu'elle ne l'imagine. Quant à moi, j'ai reconstruit. Pas rapidement, pas parfaitement. Mais, honnêtement, j'ai un nouvel appartement, maintenant. Un appartement avec des meubles que j'ai rachetés, des serrures que je suis la seule à contrôler, et une station de travail, bien meilleure que celle qu'ils ont vendue. Mon entreprise de conception s'est redressée. J'ai des clients qui me font confiance, des amis qui ont répondu présent, et une copie encadrée de la seule photo d'enfance numérisée, qu'il me reste. Je n'ai jamais récupéré le médaillon. Je n'ai jamais récupéré les lettres. Certaines pertes ne redeviennent pas entières, simplement parce qu'un tribunal reconnaît que vous avez subi un tort. Mais j'ai appris quelque chose d'important, et j'espère que tous ceux qui m'écoutent le comprendront aussi. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour trahir quelqu'un. Le pardon n'est pas une chose que les autres ont le droit d'exiger, sous prétexte que la prise de responsabilité les met mal à l'aise. Et la justice ne ressemble pas toujours à des cris, ou à une vengeance dans la rue. Parfois, la justice ressemble à des documents, de la patience, des limites fermes, et un refus catégorique, de laisser les gens réécrire le mal qu'ils ont causé. Mes parents voulaient que je disparaisse, pour pouvoir garder leur maison, leur image, et leur histoire parfaite. Au lieu de cela, la vérité leur a arraché tout. Ça. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement exposé ce qui était déjà pourri de l'intérieur. Et si jamais quelqu'un utilise le mot famille, pour vous voler votre tranquillité, votre travail, vos souvenirs, ou votre avenir, posez-vous cette question. Pardonneriez-vous
aveuglément, juste pour que tout le monde se sente à l'aise. Ou vous? Lèveriez-vous, pour les obliger à regarder la vérité en face?